Mes oreilles bourdonnent encore du dernier coup. À l'intérieur de ce char de combat le man rouillé, chaque impact extérieur résonne comme la fureur d'un dieu enfermé dans une boîte de conserve. Le plancher d'acier tremble sous mes bottes, tandis que je m'appuie contre la paroi de la tourelle. L'air est lourd de l'odeur âcre du prométhium brûlé, du métal brûlant et de la sueur. C'est tellement exigu que 5 corps crasseux et les gaz d'échappement se fondent presque dans le décor. Boum. On dit que la guerre est un enfer. Pour nous, dans la garde impériale, la guerre n'est pas seulement un enfer, c'est notre foyer. Et ce char, c'est tout mon univers. 10 cm de blindage plastique, c'est tout ce qui nous sépare, mon équipage et moi, d'une fin sanglante. Dehors, derrière ces plaques soudées, une masse hurlante d'orques fait tout son possible pour nous réduire en miettes et en taches de sang. Un bruit métallique retentit lorsqu'un projectile se détache de la coque. Une roquette vient de ricocher sur notre plaque latérale dans un fracas horrible, faisant trembler toute la machine. Le choc me plaque contre mon siège, et pendant une fraction de seconde, l'image du périscope tremble. Je serre les dents si fort que je suis sûr que l'émail se fissure. Impossible de dire si c'est ma mâchoire ou le hublot. Attentat, à gauche, je hurle dans l'interphone, la voix rauque. J'ai un goût de cuivre et de cendre dans la gorge. À travers la fente de vision de mon capola, j'aperçois des corps verdâtres grouillant à travers des bâtiments en ruine et des carcasses en flammes. Des orques, des dizaines, qui se déversent sous un ciel teinté d'orange par la poussière et le feu. Encore un charmant après-midi dans une zone de guerre oubliée de l'empereur, dont je n'ai jamais pris la peine d'apprendre le nom. Une journée comme une autre pour un équipage de chars de la garde impériale. Je suis commandant de chars de l'Astra Militarum, la garde impériale pour les autres. Un fier rouage du 18e régiment blindé cadien. L'orgueil ne sert à rien quand on est encerclé d'orques et que son char est sur le point d'exploser. Balat. Nous ont parachuté sur ce rocher il y a 2 mois pour stopper une offensive orque. Maintenant, chaque lever de soleil est une lutte pour la survie. Si l'enfer a une adresse, c'est bien sur ce champ de bataille. Les communications par interphone s'emballent, les voix se chevauchent. J'entends mon équipage jurer dans le vox, pendant que nous travaillons. « Sales orques !» grogne mon tireur en pointant la tourelle sur la cible. « Chargez !» hurle mon chargeur en enfonçant un obus dans la culasse avec un bruit métallique. Je les entends à peine par-dessus le rugissement du moteur et le martèlement de notre bolter lourd de coque, en mode automatique. Les douilles vides cliquettent et rebondissent autour de mes bottes dans la nacelle de la tourelle. À chaque tir du canon principal, le boom soulève presque la coque et me bouche les oreilles. Le piston de recul siffle. Une fumée âcre de propergol se mêle à l'odeur huileuse du moteur. Bienvenue dans mon humble demeure. Nous vivons ici, nous combattons ici, et si l'empereur le décrète, nous mourrons ici, dans ce cercueil de fer que nous appelons Miséricorde de l'empereur. C'est le nom griffonné sur le flanc rouillé de notre leman, en caractères gothiques blancs écaillés. Une pointe d'humour noir de la garde. La miséricorde est rare ici, qu'elle vienne de l'empereur ou de l'ennemi. Mais c'est le nom que nous avons. Nous bénissons nos machines de titres ronflants et de prières, espérant qu'un peu de grâce déteigne sur elles. Je suis le sergent Victor Steen, chef de char, vétéran d'un nombre incalculable de campagnes. Né et élevé à Keden. J'ai été élevé pour me battre. Je ne crie pas, Cadia tient bon. Toutes les 5 minutes comme un fanatique sur un champ de bataille. Mais c'est dans le sang. Je suis soldat depuis plus de 20 ans, à peu près. Le temps se confond dans cette guerre sans fin. J'approche la quarantaine, je crois. Après ce que j'ai vu, j'en parais 100. La guerre au 41e millénaire vieillit un homme à une vitesse folle. J'ai piloté l'Emperor's Mercy lors de missions qui auraient blanchi les cheveux d'un civil et aigri son âme. L'équipage, ceux qui n'ont pas été réduits en miettes, est ce qui ressemble le plus à une famille pour moi. Quand on est entassé dans un char, à manger, dormir, se battre dans le même espace de 0,85 mètres cubes jour après jour. Soit on devient frère, soit on s'entretue. On a surtout choisi la voie des frères. La plupart du temps. Laissez-moi vous nommer les pauvres âmes entassées ici avec moi. Le temps d'une seconde entre 2 morts évitées de justesse. À l'avant, dans le siège du conducteur, se trouve le soldat Makal Vos. Calme, originaire d'une planète ruche. Je ne prononce jamais correctement le nom. Il est maigre pour un tankiste, mais il peut manœuvrer ce monstre de 60 tonnes avec une précision chirurgicale quand il le faut.
Voss ne gaspille pas ses mots. Il est trop occupé à murmurer à l'esprit de la machine ou à maudire la boîte de vitesse. À l'heure qu'il est, il est probablement penché sur les commandes, les jointures blanchies, exploitant la moindre puissance du moteur tandis que nous zigzagons sous le feu ennemi. Si le char est une bête, Voss en tient les rênes et les éperons. Dans la tourelle avec moi, 2 autres âmes. Sur le canon principal est assis le caporal Jorn Oxar. On l'appelle Ox, bâti comme un âne et tout aussi discret. Que l'empereur le bénisse, c'est le meilleur tireur que j'ai jamais eu. Caden, comme moi, l'un des rares survivants, de l'équipage d'origine, celui qui a commencé cette galère. Ox arbore une mine renfrognée permanente et des bras plus épais que certains orques, mais son calme ne flanche jamais, même quand le monde s'écroule. Il murmure au canon comme à une amoureuse, et sa visée est si précise qu'on jurerait qu'il a des yeux augmentés. Si Ox verrouille une cible, elle fume quelques instants plus tard. Coincé à côté de lui, notre chargeur, le soldat Danel, Ror, le plus jeune d'entre nous, à peine 19 ans et le visage encore juvénile, même si pour l'instant il est noirci de suie et de crasse d'orque comme les autres. Dan a remplacé le précédent chargeur il y a 2 mois, après que le pauvre bougre ait reçu une volée d'éclats d'obus en plein visage. Que l'empereur garde l'âme de Brunner. Le gamin était vert comme une rose. Il tremblait de tous ses membres, mais le feu lui a vite appris. Ses doigts se tremblent encore quand les obus commencent à siffler, mais il ne se fiche pas. Il soulève ses obus de 20 kilos et les enfonce dans la culasse comme si sa vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Daniel a un sourire nerveux, et la fâcheuse habitude de faire des blagues au pire moment, mais il a mérité sa place. Je me reconnais beaucoup en lui, il y a longtemps. Enfin, les soldats Leven et Hale prennent place sur les canons latéraux, les canons de coque droit et gauche. L'Emperor's Mercy est équipé de tourelles latérales doubles à bolter lourd, et ces 2 malheureux sont coincés dans ces nacelles exiguës pour les faire fonctionner. Leven est un vieux Vistrohan grisonnant, avec un œil cybernétique et un caractère aussi amer qu'un ami sec rassis. Il râle sans cesse contre les enfants et les rations, mais quand la situation se complique, il est imbattable. Hale est nerveux, venu d'une planète paumée, une énergie débordante, toujours en train de marmonner pour se calmer. Tous 2 sont nouveaux depuis cette semaine, après que le régiment nous a enfin épargné des mitrailleurs de remplacement. Les 2 précédents, eh bien, ils ont disparu les pieds devant. Leven et Hale sont peut-être nouveaux dans notre famille, mais ils font déjà leurs preuves ce soir, inondant les couloirs de balles. Voilà donc où nous en sommes. 6 entassés dans une boîte métallique, trempés de sueur sous des gilets, pare-balles et des casques rembourrés. Un mélange hétéroclite de vétérans et de bleus. Des mondes différents, des particularités différentes. Mais à l'intérieur de cette coque, nous ne formons qu'une seule créature. Une unité grossière et dévouée à l'empereur, prête à massacrer quiconque menace l'un des nôtres. C'est la loi tacite des tankistes, nous contre la galaxie. Et en ce moment, la galaxie est un océan d'orques qui tente de nous noyer. Sergent, cible en première ligne. À 300 mètres, horde à découvert. La voix d'Ox crépite dans mes écouteurs, calme mais urgente. Je cligne des yeux pour chasser la sueur et colle mon visage au caoutchouc collant de la visière. Effectivement, de l'autre côté de l'avenue jonchée de décombres, je les vois, une bande de jeunes orques armés de haches rudimentaires et de fusils rouillés, surgissant de derrière un bloc d'habitation renversé. Une marée verte déferle, sur nos lignes, hurlant leurs cris de guerre maudits. Quoi ? Leur rugissement guttural nous submerge comme un vent nauséabond. Par les dents de l'empereur, ça fait beaucoup d'orques. Artilleurs explosifs sur cette horde, ordonnai-je d'un ton neutre. Obus chargé, hurla Danel. Il avait déjà inséré un obus explosif dans la chambre, refermé la culasse d'un coup sec et fait signe à Ox. Un instant, je l'imagine, dans la lueur rouge, le visage barbouillé de sang, les muscles tendus, les yeux exorbités par l'adrénaline. Un adolescent accomplissant un travail d'adulte dans un monde devenu fou. Feu. Boum. Le canon principal du Leman rouillé crépite avec autorité. Le claquement est assourdissant, même à travers nos casques isolants. Le châssis tout entier recule sous l'effet du recul, les chenilles crissant sur les pierres brisées. À travers la lunette, je vois l'obus atterrir en plein centre de la horde. Un instant plus tard, l'explosion éclate, une boule de feu, illuminant le crépuscule, suivie d'une onde de choc de terre et de chair. Une douzaine d'orques disparaissent d'un coup, pulpe verte et débris. Un battement de cœur plus tard,
Une masse charge. L'instant d'après, un cratère et une pluie de morceaux d'orques carbonisés. Un crépitement retentit quelque part dans le Vox, peut-être des gardes pas loin, difficile à entendre à cause du bruit de nos moteurs et de nos armes. Quand la fumée se dissipe, une brèche béante apparaît dans la charge. Mais la marée verte n'en a cure. D'autres orques, escaladant leurs cadavres mutilés sans s'arrêter. Les orques ne connaissent ni la peur ni l'instinct de survie. Ils ne comprennent que le combat. Terrifiant et tragiquement stupide. « Canon de coq, maintenez-les sous pression !» criai-je à Voss et Danel. Notre bolter lourd de coq martèle, crachant un flot de carreaux de gros calibre dans la vague. Chaque carapace est un projectile explosif autopropulsé de la taille d'1 pouce. Le rugissement se fond en un tonnerre continu. Je sens les vibrations à travers l'acier tandis que la bande de munitions s'emballe. Les traçantes strient l'obscurité et les orques commencent à tomber, explosant en gerbes d'eau lorsque les munitions à réaction de masse font mouche. Une tête disparaît dans une brume rose. Un autre torse explose, ses entrailles éclaboussant le sol. Ils continuent d'avancer, hurlant et crachant leurs munitions rudimentaires. Leurs tirs de riposte crépitent dans une tempête déchaînée. Des balles de tout calibre sifflent et claquent sur nos plaques. Quelques impacts plus violents, probablement des tirs lourds orques, nous frappent de plein fouet, faisant résonner la coque comme une cloche maudite. Mes dents claquent. Le char tremble comme insulté, mais l'empereur Miséricorde a été conçu pour encaisser bien pire. Loué soit le dieu empereur pour ses peaux en plastil et en adamantium. Tant qu'aucun gros projectile ne nous atteint, tout va bien. Soudain, un sifflement et une traînée de fumée. Un orque sur notre flanc tire une roquette qui s'écrase au sol à quelques mètres. Des éclats d'obus fouettent notre flanc gauche. À l'intérieur, on dirait de la grêle sur un toit fragile. La coque tangue, des runes d'avertissement clignotent sur un panneau. Un des bidons de carburant externes a probablement explosé, mais ce sont des réservoirs auxiliaires. Pas de risque de combustion immédiate, à mon avis. Équipe de Rocket Orc, 8 heures derrière cette chimère détruite, annonce Hale depuis son sponson, la voix tendue. Il a une meilleure vue de la zone que moi depuis la coupole. Je vois l'éclair, engagement, grogne Levan depuis le sponson droit. Son bolter lourd pivote vers l'arc gauche, là où Hale l'a indiqué. Le bolter lourd de Levan rugit. Une fraction de seconde plus tard, le lance-roquette est fendu en deux par la tempête. Un projectile lui arrache le bras et le lanceur. Un autre explose dans sa poitrine, le déchiquetant. 2 Gretchen qui s'agitent à côté de lui se transforment en un nuage rouge. Levan ricane dans le Vox. Kozero le Zogen Rocket Boy. Il utilise du Zogen, un argot orque que nous, les humains, empruntons pour jurer sans nous faire réprimander par un commissaire. Je souris malgré moi. Bien joué. Gardez les flancs propres. Pas de peau verte à portée de tir. Laissez. Réaction fuse. On connaît tous les enjeux. Si on les laisse s'approcher, ils escaladeront la coque, poseront des charges, forceront les écoutilles. Ça finit mal. On a tous entendu les histoires. Un char embourbé sous une vague d'orques. L'équipage carbonisé ou éventré. Pas vraiment le genre d'obsèque que j'aimerais. Recule. Garde tes distances, dis-je à Voss. Le moteur rugit et nous reculons en cahotant. Il est déjà en marche arrière, nous maintenant à l'écart des groupes d'orques les plus denses. L'Emperor's Mercy n'est pas agile, mais il roule surtout. Débris, cratères, cadavres. Les chenilles crissent. Nous sommes secoués 2 fois en heurtant ce qui était probablement un orque un peu trop téméraire. Tant mieux pour eux. Je donne un coup de pied dans l'écoutille de la coupole et me lève à moitié pour avoir une vue d'ensemble. Parfois, on déboutonne malgré le risque. Le panorama en vaut la peine. Le vent chaud et la fumée me piquent le visage. Le vacarme du champ de bataille s'amplifie. Les beuglements des orques, le crépitement des fusils laser de notre infanterie, le grondement lointain de l'artillerie. Le ciel est un tourbillon de noir et de pourpre. Le soleil doit se coucher, quelque part derrière ce voile. Le crépuscule se fond dans les ruines illuminées par les flammes. Je pivote et scrute notre ligne. Des combats comme le nôtre font rage partout. À ma gauche, à travers les carcasses des blocs de Hachab, j'aperçois un autre Leman russe de notre compagnie, indicatif Iron Fist, crachant un lance-flamme lourd monté sur la coque qui transforme un groupe d'orques en torches ambulantes. À droite, au-delà d'une statue brisée de l'empereur, un endroit ironique pour un soldat,
Une escouade cadienne est accroupie derrière des sacs de sable, tirant des salves nettes de fusils laser. Un soldat manie une mitrailleuse lourde, sur trépied, les balles traçantes se déversant sur la horde. Sous mes yeux, une horde les submerge. Le mitrailleur tombe sous la hache tronçonneuse d'un orque massif. Les autres battent en retraite, dans un corps-à-corps brutal. Le pistolet bolté d'un commissaire crépite non loin. Je l'aperçois exécuter un garde en déroute. Panique ou jugement du commissaire. Quoi qu'il en soit, la pitié est rare des deux côtés. Je grimace et me tourne vers l'avant. Notre combat commence. 3 buggy de guerre orques déboulent sur la route principale, moteur hurlant. Des buggy de fortune, blindés de plaques soudées et hérissés de canons. Ils voltigent comme des moucherons, à l'affût d'un flanc ou d'une faille. L'un d'eux file à toute allure devant un cratère en flammes, son tireur crachant une rafale sauvage avec un canon autoc de récupération. Plusieurs véhicules légers devant nous, à 200 mètres et ils se rapprochent, dis-je, vocalement à mes alliés proches, puis je crie à Ox. Abattez ces maudits buggies, munitions perforantes, maintenant. Ox oriente la tourelle avec une tourelle mécanique, suivant le buggy de tête. Daniel a déjà un obus perforant en main. Il le charge et crie « Munitions prêtes !» « Feu !» dit Ox, imperturbable. Boum ! L'obus perforant transperce le buggy de tête. L'ogive explose à l'intérieur de la coque. Le châssis fragile se disloque. Roues et débris volent en éclats. Le conducteur et le tireur sont réduits en bouillie. Une seconde, ils foncent sur nous. La suivante, une boule de feu noir s'immobilise. Tir direct, un buggy détruit, annonce Ox avec une pointe de satisfaction. Le deuxième buggy contourne l'épave et continue d'avancer, lançant ce qui ressemble à un missile rudimentaire, probablement un fusil de chasse de fortune. La fléchette sifflante frôle notre tourelle, nous enveloppant de chaleur, puis explose contre un bâtiment derrière nous, projetant des morceaux de béton vers le ciel. « Par la miséricorde de l'empereur !» je crache, me baissant instinctivement. Trop près. Je me laisse retomber dans le râteau et saisis au passage la mitrailleuse lourde montée sur pivot. C'est la mitrailleuse de la tourelle supérieure du commandant. J'appuie sur la détente et balaye le deuxième buggy. Les balles de la mitrailleuse crépitent de son canon blindé, obligeant le tireur à baisser la tête, mais sans pour autant arrêter la charge. J'aperçois le sourire carnassier du pilote Orsi derrière son pare-brise de fortune. Il s'apprête à percuter ou à lancer une grenade. Ox, traverse à droite, immédiatement. Danel, charge la mitrailleuse. Nous avons quelques cartouches, à mitraille. D'énormes cartouches de fusil de chasse pour le canon principal. Parfaites pour les cibles vulnérables à courte portée. Danel en insère une tandis qu'Ox pivote le canon. « Feu !» ordonne Ox. « Feu !» Boum ! Le son est différent. La bonbonne explose juste devant le buggy lancé à toute vitesse, un véritable coup de fusil. Des centaines de billes d'acier fauchent à l'avant. Le conducteur est réduit en miettes en un clin d'œil. Le moteur explose. Le châssis se transforme en un amas de débris. Le tireur est projeté au loin, amputé de la moitié de ses membres. Il ne fera de mal à personne. Le troisième buggy s'arrête en dérapant à une distance plus sûre, se ravise et commence à reculer, nous criblant de tirs sporadiques avant de se mettre à couvert. Parfait. Fuyons. Avant même que je puisse savourer ce moment, un nouveau bruit gronde à gauche, un grondement métallique et un fracas. À travers la poussière, quelque chose d'énorme défonce un bloc Chab en ruine. Au début, je crois que c'est un mur qui s'effondre, puis je comprends le but de ce mouvement. La chose s'avance dans la pénombre baignée de feu et mon estomac se noue. Une terreur sourde orque, un marcheur orque grinçant, bardé de scies circulaires et de griffes énergétiques, une sorte de dreadnought orque miniature. Celui-ci est assemblé à la hâte avec des plaques de récupération, crachant de la fumée et dégoulinant d'huile. 2 bras de scie rotatives jumelés se mettent en marche dans un crissement strident. Des tourelles de tir lourds montées sur les épaules se braquent sur nous. Le dread, sourd, rugit. Un grondement métallique, peut-être un porte-voix, ou le cri d'un pilote piégé. Il charge, ses pieds martelant le sol, déchirant les débris. Ces scies pourraient ouvrir un char comme une boîte de conserve de viande de groc. Il se dirige vers nous en biais, à environ 400 mètres, et se rapproche. « Oh, Trône, c'est mauvais », je murmure, la sueur froide me parcourant, le visage. Les tirs laser de notre infanterie résonnent inutilement sur sa carapace.
Un courageux garde impérial épaule un RPG et tire un missile sur le blindage du Dread. L'ogive explose sur la poitrine de la créature dans une gerbe de flammes. Mais quand le feu se dissipe, le marcheur orc continue d'avancer, ne laissant derrière lui qu'une trace de brûlure. Sacrée bagnole. Je tape sur l'interphone. Ox. Nouvelle cible. Dreadnought sourd cap Tizosh à 350 mètres. Il se rapproche rapidement. Chargez les obus perforants immédiatement. Bien reçu, répond Ox d'une voix grave. Il parcourt la tourelle tandis que Danel ouvre brusquement le casier à munitions contenant nos obus spéciaux. Nous avons quelques obus sabots perforants, à pointe d'adamantite, conçus pour percer les blindages lourds ou les chars. Nous n'en avions pas eu besoin jusqu'à présent. Danel en soulève un. Lourd et affûté, il paraît redoutable même inerte. Sabots chargés, annonce-t-il. Je prends d'une profonde inspiration, stabilisant ma visée. Le Dreadnought sourd fonce droit sur l'avenue Alpha, écrasant une voiture civile abandonnée sur son passage comme un jouet. Il est maintenant en vue, à environ 250 mètres. Ses canons se mettent à cracher des obus de gros calibre. Un de nos hublots se fissure et je me baisse tandis qu'une balle ricoche sur le blindage de la coupole à quelques centimètres de ma tête. Empereur. Merde. Plus une seconde. J'appuie sur le bouton de tir. Ox. Feu. Draco. Le canon propulse le sabot dans un sifflement sec et caractéristique. Je retiens mon souffle. Le Dreadnought sourd est en pleine course lorsqu'un obus perforant le frappe en plein torse, juste en dessous de ce qui ressemble au cockpit. Un éclair fulgurant et un panache de fumée noire jaillissent. Un instant, je le crois perdu. Le Dreadnought chancelle, son brasier gauche explosant dans une gerbe d'étincelles. Il penche sur le côté, les mécanismes grinçant. « Bien joué !» crie quelqu'un. Mais la maudite machine bouge encore, à moitié hors d'usage, mais pas encore vaincue. Il se redresse péniblement, une de ses griffes encore fonctionnelles fouettant l'air et reprend sa charge, plus lentement. Un fluide hydraulique verdâtre et des flammes huileuses jaillissent de l'orifice béant de sa poitrine. Mais je peux encore voir les lentilles rouges haineuses de ses yeux qui fixent son regard. « Par le trône vivant, il arrive encore !» s'exclame Dan les yeux écarquillés. Ox est déjà en train de charger un autre obus pénétrant. En fait, il jure entre ses dents quelque chose à propos de cette satanée épave, tout en guidant Danel pour insérer le prochain projectile. « Notre dernier sabot! On ne s'attendait pas à rencontrer beaucoup de blindés ennemis par ici, à part peut-être 1 ou 2 battle wagons. »« Sten, je dois en charger un autre ?» demande Dan, la voix tremblante, en enfonçant le dernier obus perforant. « Oui, et fais-le bien. Pilote, reculez, reculez !» je crie. Foss recule déjà davantage, tentant de maintenir ses distances. Mais derrière nous se dresse un amas de décombres et un cratère, limitant notre progression. L'Emperor's Mercy est secoué par un choc contre un bloc de maçonnerie, stoppant net notre retraite. Impossible de fuir. Le Dreadnought sourd est à environ 150 mètres. Je peux presque distinguer le pilote, un Méchi orc, très probablement, derrière une fente de vision, ricanant en poussant le marcheur. Sa scie circulaire restante tourne plus vite, avide d'acier impérial. Les lourds canons sur ses épaules ouvrent à nouveau le feu, criblant tout sur leur passage. Un projectile perfore notre coffre de rangement externe, réduisant nos rations de rechange en bouillie. Un autre ricochet percute le sponson de Hale et je l'entends grogner. « Je vais bien », crie-t-il aussitôt, visiblement secoué. Nous tirons à nouveau. Boum. Le dernier projectile perforant siffle. À cette distance, impossible de rater une cible aussi massive. Le projectile percute de plein fouet le centre du monstre, là où des fils électriques crépitent et des glyphes orques ornent sa coque. Cette fois, le résultat est catastrophique. L'obus transperce la carapace et explose de l'intérieur. Le marcheur orc jaillit de l'intérieur. Des plaques d'armure volant en éclats dans toutes les directions. Son bras griffu restant est arraché et s'éloigne en faisant des tonneaux. Un jet de flamme jaillit de la trappe supérieure. La bête fait quelques pas titubants, puis s'effondre avec un fracas assourdissant, droit sur une escouade d'orques, malchanceuse qui se trouve devant elle. Une clameur s'élève de nos lignes. La monstruosité de métal est définitivement hors d'état de nuire. Un amas de ferraille fumante et de membres sectionnés qui se contractent. J'expire un souffle que je ne savais même pas retenir. Cible détruite.
confirme Ox d'un ton sec, déjà à la recherche de la prochaine cible prioritaire. Je tape rapidement sur l'épaule de Danel, qui esquisse un sourire nerveux. L'adrénaline, à son comble. Du bon travail, tout le monde. Ça aurait pu très mal tourner. Bien fait pour toi, vieux rouillé de gros, grogne Leven avec satisfaction au dread vaincu. Mais pas le temps de se reposer. La bataille fait toujours rage. L'infanterie orque commence à flancher, maintenant que ces gros jouets ont disparu. Je vois nombre de ces orques prendre la fuite, rebroussant chemin ou se réfugiant dans les ruines. La pression retombe sur nous à mesure que leur attaque s'essouffle. Nous saisissons l'occasion pour lancer une contre-offensive. En avant. « On les repousse !» criai-je dans le Vox. Il ne faut pas leur laisser le temps de se regrouper. Voss n'a pas besoin qu'on le lui répète. Il passe la première et notre char bondit en avant, avançant dans un rugissement. Des gardes survivants, apercevant les chars qui avancent, se regroupent et sortent de leurs abris pour rejoindre la progression en poussant leurs propres cris de guerre. Baïonnette au canon. Ils s'avancent pour nettoyer les tranchées et poignarder tout orque trop stupide ou blessé pour fuir. L'Emperor's Mercy roule sans pitié sur les cadavres d'orques et les débris, tirant en mouvement. Je me tiens à nouveau, à moitié hors de la tourelle, une main sur la poignée de la mitrailleuse, scrutant les alentours à la recherche de cibles. Là, près du socle de la statue, des orques avec un canon. J'aperçois 3 orques qui manipulent de force ce qui ressemble à un canon anti-char rudimentaire pour le mettre en position dans une porte. Ils tentent de nous prendre pour cible. Avant qu'ils n'y parviennent, je fais pivoter la lourde mitrailleuse et les cribles de balles. Le crépitement de la mitrailleuse est un bruit rauque et violent, comme un déchirement. L'équipage orque est pris au dépourvu. L'un est déchiqueté par mon tir, un autre s'effondre en hurlant, et le troisième, un gros balourd, parvient encore à tirer frénétiquement au canon avant de mourir. L'obus siffle près de notre tourelle et explose sans faire de dégâts derrière nous. « Pas aujourd'hui, vermine !» je grogne en crachant de la suie. Ma langue a un goût de cendre et de sang. Je réalise que je me suis mordu l'intérieur de la joue. Nous passons en trombe devant la statue de marbre brisée de l'empereur. Il ne reste plus que ses bottes sur le piédestal. Quel symbole! Nos bolters lourds arrosent tout sur leur passage, fauchant sans pitié les orques en retraite. Un orque tente de faire le mort, puis se relève pour tirer sur des gardes impériaux qui passent. Le canon de sponson de Leven, lui, t'arrache le crâne. Un autre brandit un couperet vers un soldat à proximité. Je lui loge une rafale de mitrailleuse dans le dos, et la bête s'écroule lourdement. Alors que la poussière retombe, nous nous retrouvons à peu près à l'endroit où les orques avaient commencé à partir. Nous les avons repoussés. La rue est jonchée de cadavres, de débris et d'armes brisées. Les quelques survivants fuient dans les ruines obscures, hurlant de frustration. Des tirs laser sporadiques et quelques grenades lancées par nos hommes les poursuivent de plus profondément. Pour l'instant, du moins, la menace immédiate est écartée. Le canal vocal de la compagnie grésille dans mon casque. Toutes les unités, repliez-vous sur la ligne de phase Delta. Je répète, repliez-vous sur la ligne de phase Delta pour regroupement. C'est notre commandant de compagnie, le capitaine Thorn. Sa voix est tendue mais maîtrisée. Je regarde autour de moi. Nous avons avancé un peu trop vite dans notre zèle, apparemment. La ligne de phase Delta est une ligne de repli prémarquée, légèrement en retrait de notre position initiale. Nos commandants veulent sans doute se regrouper là-bas et éviter de s'éparpiller. Et si je me souviens bien, ils avaient prévu un barrage d'artillerie devant cette ligne. Oh, Thorn, ils vont bombarder ce secteur. Ils doivent supposer que nous avons éliminé les orques et qu'ils veulent en finir avec les gros canons. Bien reçu. Repli immédiat, dis-je par radio. Puis je passe à l'interphone. Très bien, équipage. Ordre d'en haut. Repliez-vous, sur nos lignes au plus vite. Ils demandent des tirs d'artillerie sur cette zone. Il nous reste peut-être 2 minutes avant que toute la rue ne soit en flammes. Pas de discussion. Voss nous remet en marche arrière et nous rebroussons chemin, ajoutant quelques cadavres d'orques sous nos chenilles pour faire bonne mesure. D'autres gardes autour de nous entendent les sifflets et les messages de repli. Ils se mettent eux aussi à courir, traînant leurs camarades blessés ou transportant des munitions récupérées. C'est une bousculade chaotique, le genre qui pourrait tourner à la déroute sans discipline. Et les commissaires derrière nous veillent à ce que personne ne prenne la fuite trop rapidement. Nous retraversons la ligne de débris et les pièges à chars qui marquent la ligne de phase Delta.
j'aperçois le char de commandement du capitaine Thorn, un Leman Russ Vanquisher, une variante baptisée Indomitable, stationné là, de la fumée s'échappant de quelques trous. Il est encore en état de marche, cependant. Thorn lui-même sort de sa trappe, dirigeant ses unités, une épée énergétique levée, le visage ensanglanté mais déterminé. Il me fait un bref signe de tête, tandis que nous passons devant lui pour nous mettre en formation défensive. Je lui réponds par un pouce levé. Silence, on a franchi la ligne. Je transmets au commandement par radio, pour les informer que notre unité est hors de danger. Quelques secondes plus tard, la nuit est déchirée par un nouveau bruit, le sifflement des obus d'artillerie. Puis c'est l'enfer à une centaine de mètres devant nous. Les obus Earthshaker de notre batterie basilisque de soutien commencent à s'abattre selon un schéma précis. Nous avions pré-repéré les coordonnées au cas où nous devrions céder du terrain. Il semble que ce plan soit en vigueur. Le sol tremble et étincelle, tandis que les obus lourds pulvérisent tout ce qui reste dans cette rue. Des colonnes de feu et de terre s'élèvent, chaque explosion engloutissant en un instant les orques blessés et les traînards. Les ondes de choc claquent contre notre char même à distance de sécurité. Le bruit nous enveloppe d'un grondement incessant. Un bloc hab brisé où se cachèrent des orques disparaît d'un seul coup, s'effondrant dans un nuage de poussière et de flammes. C'est beau d'une manière brutale, la fureur purificatrice de l'empereur, déchaînée par les explosifs. Le vent hurle dans l'interphone, savourant pleinement le spectacle. Je me permets un sourire sauvage, moi aussi. Tant mieux pour eux. Lorsque le barrage cesse enfin, un silence profond s'installe, seulement troublé par le crépitement des flammes et les gémissements lointains des mourants. La ligne de phase Delta tient bon. Nos lignes sont sécurisées pour l'instant. À l'intérieur du char, pour la première fois depuis ce qui me semble une éternité, nous nous autorisons à respirer. Mon cœur bat la chamade. La sueur me coule, dans les yeux. Je réalise que j'ai fonctionné à l'adrénaline pure et à la grâce de l'empereur. Maintenant que la menace immédiate est écartée, une vague d'épuisement m'envahit. J'ai les bras lourds comme du plomb, les oreilles bourdonnent et chaque muscle est tendu ou douloureux. Tout l'équipage, pointage, je souffle dans l'interphone. Tout le monde va bien? Un par un, ils répondent. Ici le pilote. Je vais bien, répond Voss d'une voix monocorde. Mitrailleur. Ok. Une petite bosse sur la tête, dit Ox. Je jette un coup d'œil et aperçois une goutte de sang sur sa tempe, là où il a probablement heurté la lunette, mais il n'y prête pas attention. Chargeur, ça va, chef, répond Dan entre deux respirations haletantes. Il est trempé de sueur et semble sur le point de vomir à cause de la chute d'adrénaline, mais il est vivant et indemne. Le sponson gauche. Ok, annonce Hale, d'une voix tremblante mais enthousiaste. Le sponson droit est toujours en train de bouger, grommelle Levan. Je l'aperçois à travers la trappe intérieure, essuyant calmement la crasse de son œil cybernétique, comme si nous venions de terminer un exercice. Sacré vieux salaud. On l'a fait, empereur. On l'a vraiment fait. On a tenu la ligne, puis repoussé l'ennemi. Cette position est à nous. J'ouvre la trappe supérieure et sors complètement, me tenant debout sur la tourelle pour mieux observer les dégâts. Le ciel du soir est maintenant sombre, teinté de la lueur orangée des épaves en flammes et des incendies qui crépitent tout autour. L'odeur âcre du prométhéum, de la chair brûlée et de la poussière me prend à la gorge et me fait tousser. Mais j'inspire profondément l'air relativement frais, l'appréciant après cette puanteur de char. Tout le long de la ligne, des gardes impériaux sortent de leurs abris, inspectent les environs, soignent les blessés, rechargent leurs armes. Quelques cris de victoire résonnent dans l'obscurité, des acclamations prudentes et fatiguées. Nous savons tous que ce n'était qu'une bataille parmi tant d'autres, mais le moral est remonté par chaque victoire. La rue devant nous est un véritable cauchemar, un tapis de carnage. Des corps d'orques mutilés jonchent le sol, certains encore frémissants ou fumants. Un sang noir, presque goudronneux, forme des flaques dans les cratères et dégouline des pierres brisées. Ici et là, un garde impérial ou un soldat des PDF gît parmi eux, le rouge mêlé au vert. Les équipes médicales se déplacent rapidement, vérifiant la moindre trace de vie. Un garde impérial blessé, près de notre char, hurle après sa mère, la moitié de sa jambe arrachée sous le genou. Un médecin s'agenouille et lui injecte un produit pour calmer le choc, tandis qu'un autre pose un garrot. Les cris se muent en gémissements. Je me mords la lèvre. Nous avons subi des pertes, aucun doute là-dessus.
Difficile de dire combien dans l'obscurité, mais même une seule perte est de trop. Pourtant, cela aurait pu être bien pire si nous avions flanché. Derrière moi, l'Emperor's Mercy siffle et cliquette tandis que le métal refroidit. La vieille bagnole est en piteux état. Je vois des dizaines d'impacts récents sur le blindage. Une vilaine entaille là où un obus de gros calibre a failli perforer le jupe latéral. Un des lances fumigènes de la tourelle qui a disparu, arraché par quelque chose. Et la chenille gauche légèrement affaissée. Peut-être un problème de suspension ou un galet tordu à force de rouler sur des débris. Mais elle est intacte, elle roule. Et elle reste impressionnante. Je caresse affectueusement le métal brûlé de la tourelle. Bravo, je murmure au char, remerciant son esprit mécanique de ne pas nous avoir abandonnés. Le Lehman Russ est une machine robuste, très robuste, pas la plus rapide ni la plus sophistiquée. Mais l'empereur sait qu'elle peut encaisser les coups et continuer le combat. Danel sort de la trappe de son chargeur en dessous de moi, inspirant profondément, l'air frais. Il a un regard hagard, ce mélange de terreur et d'exaltation qui suit la première vraie bataille. Il allume une cigarette Hilo, une cigarette bon marché, d'une main tremblante et tire une longue bouffée, tentant de se stabiliser. Ses mains tremblent encore, laissant des volutes de fumée dans l'air. Je saute du char et étire mes membres engourdis. Mes genoux craquent. Mon dos proteste. Des heures passées dans une tourelle, contorsionnée en position de tir, ça marque. La clémence de l'empereur est vraiment de mise pour laisser ma colonne vertébrale se redresser, ne serait-ce qu'une minute. Tout autour, les bruits de la bataille ont laissé place à ceux de l'après-bataille. Gémissements, crépitements des feux, le cliquetis lointain des blindés qui se repositionnent, les ordres hurlés des sergents qui reforment les escouades, le coup de feu isolé qui retentit lorsqu'on achève un orc ou lorsqu'un commissaire applique la discipline. Je ne pose pas de questions. C'est une accalmie brève et inquiétante dans cette guerre. Le capitaine Thorn s'approche à pied, enjambant les décombres pour rejoindre mon char. Il est sans casque, révélant des cheveux gris, coupés courts et collés par le sang d'une blessure au cuir chevelu. Malgré cela, il affiche un sourire carnassier. « Sacré spectacle, Stein », dit-il d'une voix rauque à force de hurler dans le vox. Il désigne du doigt, avec ses chaînes, la carcasse fumante du Dreadnought sourd au bout de l'avenue. Ce tir figurera sans aucun doute dans le rapport d'après-action. Je salue d'un air las. « Merci, monsieur. Je ne pouvais pas laisser ce salaud décimer notre ligne. En effet, du bon travail à vous et à votre équipage. » Son regard se porte sur Danel, qui se redresse brusquement, nerveux, et manque de laisser tomber sa cigarette, puis sur Ox, qui est sorti de la tourelle pour s'appuyer, épuisé, contre le rebord de la table. Vous tous, Cadia serait fière. À l'évocation de Cardia, un pincement au cœur me saisit. Cadia, notre monde natal détruit. J'en parle rarement, inutile de s'attarder sur une planète morte, mais entendre les éloges du capitaine formulés ainsi a une signification particulière. J'avale ma salive et hoche la tête. Cadia est là pour ses fils, monsieur. C'est clair. Thorn me tape sur l'épaule, puis son visage se fait sérieux. On aura peut-être quelques heures avant qu'il ne recommence. Rassemblez vos munitions et votre carburant. Les mécaniciens feront des rondes pour effectuer les réparations d'urgence sur votre char. On a demandé des renforts à l'arrière. Si l'empereur le veut, ils nous enverront du prométhium et des obus avant l'aube. Il soupire en se frottant les yeux. Les renseignements indiquent que les orques ont lancé environ un tiers de leurs forces locales contre nous lors de cet assaut. Ils reviendront probablement 2 fois plus forts demain matin. Le simple fait de penser à l'empereur me rend encore plus épuisé. Mais c'est la garde. On se bat jusqu'à l'épuisement, et puis on se bat encore. Nous serons prêts, monsieur, je l'assure en redressant les épaules. L'Emperor's Mercy a encore du mordant. Il faudra peut-être ajuster une chenille et refaire le plein d'obus du canon principal. Mais on tiendra bon. Bien joué. Il nous adresse, à moi et à l'équipage, un sourire rare et sincère. Maintenant, si vous pouvez, dormez, un peu. C'est un ordre. J'ai besoin de mes tankistes sains et saufs demain. L'empereur sait que l'infanterie compte sur vous pour avoir du cran. Sur ces mots, il s'éloigne pour faire son briefing à un autre équipage de chars non. Loin de là, en boitant légèrement, j'expire et me retourne vers mon char, passant une main sur mon crâne ruisselant de sueur sous mon casque. Dormir.
Empereur. Je pourrais m'écrouler ici même, par terre, mais il y a du travail d'abord. Bon, les gars, vous l'avez entendu? Je crie. Ravitaillez et réparez vite ce char. Ensuite, on se repose tant qu'on peut. Levan et Hale examinent déjà la chenille gauche à la lumière de leur lanterne. Un des maillons est complètement tordu. Rapporte. Hale en le tâtant avec un levier. Levan grogne. On a des maillons de rechange. Mieux vaut les remplacer maintenant que de risquer une rupture au combat. Malgré le cauchemar qu'il vient de traverser, le vieux Vorstrohan est de retour aux affaires pratiques. Dieu merci. À vos ordres. Ox donne un coup de main avec les chenilles si besoin. Danel avec moi, on récupère des obus. Un dépôt de munitions mobile, 2 chiméras chargés de munitions, arrive non loin derrière. Danel plante son bâton de marche et me suit, encore sous le choc et nerveux, mais fonctionnel. On réussit à récupérer une demi-douzaine d'obus de 120 mm de différents types. 2 à fragmentation, 2 perforants standards, un explosif et un fumigène. On ne sait jamais quand un écran de fumée peut être utile. Ce n'est pas un réapprovisionnement complet, loin de là, mais c'est ce qu'ils peuvent nous fournir immédiatement. On les ramène un par un au char, nos muscles nous faisant souffrir à chaque obus de 40 kg soulevé. On les range soigneusement dans les râteliers, vides à l'intérieur. Chaque obus mis en place nous rassure pour demain. Pendant ce temps, un ingénieur de l'Adeptus Mechanicus, un prêtre technologique aux mécadendrites protectrices, se précipite pour inspecter notre machine. Il murmure des prières binaïques tout en évaluant les dégâts. Il s'affaire aux lunettes Ospec fissurées, reconnecte quelques câbles qui se sont détachés dans la tourelle et répand de l'énergie sacrée. Le bloc moteur de l'Emperor's Mercy sent l'huile de machine. Nous, l'équipage, restons à l'écart par respect tandis qu'il communie avec l'esprit du char. Ces mécaniciens du culte sont étranges, mais nous les respectons. Ils assurent notre survie. Le moteur tourne son regard rouge vers moi. L'esprit de votre profane Reus est en colère, mais intact. « Commandant !» dit-il d'une voix rauque et métallique. « J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai remplacé un fusible de Quatator endommagé et recalibré la tringlerie de la tourelle. La bénédiction de l'Omnicia devrait la rendre opérationnelle. »« Merci, engin !» je réponds en esquissant une légère révérence. Je lui glisse une petite boîte d'huile de machine authentique que je garde pour ce genre d'occasion. Un petit geste informel pour faciliter les choses, au sens propre comme au figuré. C'est quelque chose que j'ai obtenu d'un fournisseur de la marine il y a une éternité. Un produit rare, et les mécaniciens en raffolent. Le mécanicien l'accepte avec un cliquetis qui pourrait être un signe de satisfaction, puis file vers le prochain véhicule en manque. Une fois tout cela terminé, mon équipage est complètement épuisé. Nous remontons dans le char où nous nous y appuyons, sombrant lentement dans un état de faiblesse extrême. L'adrénaline retombe, nous laissant avec une fatigue viscérale, des douleurs et cette insensibilité émotionnelle qui s'installe quand on a trop vu en trop peu de temps. Je m'affale sur le siège du commandant, casque enlevé, les yeux fermés un instant. À côté de moi, Ox est affalé contre la couronne de tourelle, les bras croisés, pas tout à fait endormi, mais se reposant, les yeux clos. Danel s'est recroquevillé dans le renfoncement du chargeur, en bas, mâchant une barre protéinée et fixant le vide d'un regard absent. Hale et Levan sont toujours dehors, se relayant pour monter la garde et prendre un peu d'air frais. Par la trappe ouverte, j'entends Hale fredonner doucement son petit air, une douce mélodie au milieu des ruines, étrangement apaisante. Voss, toujours aussi consciencieux, est le seul à être encore occupé. Il est dans son compartiment, en train de bricoler quelque chose sur le panneau d'accès au moteur, grâce à une lampe tactile. Mon Dieu, il est obsédé par le maintien du char en parfait état. Je pense que manipuler la machine le calme. Il vérifie probablement la tension de la chenille réparée ou refait un câble d'accélérateur effiloché. Finalement, je l'appelle. « Voss, ça suffit. Elle tiendra jusqu'au matin. Repose-toi. » Un silence, puis sa douce réponse. « Bien reçu, sergent. » Il referme le panneau et se rassoit dans son siège. Je doute qu'il dorme vraiment. Il reste souvent, assis tranquillement, les yeux fermés, prêt à se réveiller au moindre bruit. Ça me va. Une paire d'oreilles supplémentaires pendant les heures calmes, ce n'est pas de trop. Je sors une gourde cabossée de ma ceinture et prends une gorgée d'eau. Elle est tiède et a le goût d'un récipient en plastique recyclé. Mais par l'empereur, rien n'a jamais été aussi agréable dans ma gorge desséchée. Je la fais circuler.
Danel en boit une gorgée avec avidité. Ox en prend une autre, puis en verse un peu sur un chiffon pour s'essuyer le visage. Les petits plaisirs de la vie de garde. Fouillant dans un petit casier, je récupère aussi une petite tasse en fer blanc et un sachet de café soluble. Le piètre, café des gardes impériaux. Danel réussit à bricoler une minuscule résistance chauffante sur un bloc d'alimentation d'armes. Une astuce que tous les gardes apprennent. Et bientôt, nous avons une boisson tiède et amère. Ça a le goût de terre caféinée, mais c'est chaud et ce n'est pas du sang dans ma bouche. On partage ça aussi, autant qu'il y en a. Un à un, les yeux de l'équipage s'apaisent. Leur respiration redevient normale. La violence des combats s'estompe, laissant place à des courbatures et à un lourd fardeau psychologique. Dans la faible lueur rouge de la lampe intérieure de la tourelle, je vois les visages de mes camarades, noircis par la suie, tirés, les yeux soit dans le vide, soit fermés par l'épuisement. Les traits juvéniles de Danel sont marqués par une brûlure, récente à la joue, probablement due à une douille chaude qui a mal tourné. Ox a une contusion à la tempe et du sang séché dans sa barbe naissante. Même Levan, qui passe maintenant le haut de son corps par l'écoutille pour nous rejoindre, paraît plus vieux et plus fatigué que ce matin. De nouvelles rides se creusent sous la crasse qui recouvre son visage. Hale s'affale sur une caisse de munitions, retire son casque pare-balles et passe une main dans ses cheveux courts, en expirant profondément. Un silence s'installe. Que dire? On sait qu'on a eu de la chance. On sait aussi que ça risque d'empirer demain ou après-demain. Mais pour l'instant, on est vivants et ensemble, et c'est tout ce qui compte. Je romps doucement le silence. Sacré combat aujourd'hui, les gars. Quelques rires fatigués fusent. Beau tir, Ox. T'as fait sauter plus de canons qu'un ferrailleur. Je lui adresse un signe de tête. Ox grogne en guise d'acquiescement, une lueur de fierté sur le visage. Toi aussi, Levan. Hale. Ces mitrailleuses latérales nous ont sauvé la mise sur les flancs. Et Danel? Je regarde le gamin qui se redresse légèrement en entendant son « non ». Dan t'a assuré. Chargement rapide, sans froid. T'es un vrai tankiste maintenant. Il esquisse un sourire. Un vrai, malgré la fatigue. Je fais juste ce que tu m'as appris, sergent. Et puis, la peur d'être dévoré vivant par des orques, c'est une bonne motivation. Il rit doucement, un soupçon d'humour noir transparaissant dans sa voix. On rit tous avec lui. Un petit rire sincère. Ça fait du bien de rire, même discrètement, après ce cauchemar. Hale se met à imiter la voix du chef de guerre orc qu'on a entendu plus tôt dans la bataille, sur leurs amplificateurs Vox. Une menace brutale et inintelligible. Il agite les bras, moqueur. Il va vous écraser, les humains. Puis il imite l'explosion qui a terrassé la créature. Boum! Et il s'affale comme une poupée de chiffon. C'est morbide, ridicule et absolument hilarant. À ce moment-là, le vent renifle et tape sur l'épaule de Hale en souriant. Ox esquisse un sourire en coin. Je ris doucement et secoue la tête. La tension retombe. C'est notre façon de gérer les choses. On plaisante, on fume, on boit un verre ensemble. On parle de tout et de rien pendant quelques minutes dans l'obscurité du char. Dehors, la guerre plane toujours. Le scintillement des fusées éclairantes, le grondement des bombardements lointains comme une tempête qui approche. Mais ici, à l'intérieur, on se crée un petit îlot de camaraderie et de bonne humeur. Je me penche en arrière, les laissant plaisanter un peu. Hale se moque de Dan, lui racontant comment il a failli se pisser dessus quand le Dreadnought est apparu. Ce à quoi Dan rétorque que tout le monde a failli se pisser dessus et qu'il a vu Hale chanter comme une soprano quand le premier obus a touché tout près. Levan dit à Voss d'un ton bourru qu'il conduit comme un gros ivre, mais avec un clin d'œil qui reconnaît le talent que cela exige. Ox conseille à Levan comment régler le ressort d'alimentation de son bolter pour la prochaine fois. On papote, on rit de tout et de rien. On échange des anecdotes de guerre. La fenêtre typique d'un tankiste. Finalement, les bavardages s'estompent. On est tout simplement trop épuisé pour continuer. Un par un, mon équipage sombre dans une somnolence agitée. Levan et Hale se portent volontaires pour le premier tour de garde. L'un restera à moitié éveillé, à l'écoute du moindre bruit suspect, pendant que l'autre se repose, puis ils échangeront. Techniquement, nous sommes derrière nos lignes, relativement en sécurité, mais personne ne se détend jamais vraiment en zone de guerre. J'enlève mon casque anti-aérien et le pose sur un crochet.
Mes cheveux courts sont collés par la sueur et la crasse. Je passe une main gantée dedans, sentant des gravillons et sans doute quelques nouvelles éraflures sur mon cuir chevelu, à force d'être secoué dans cette tourelle. Je plonge la main dans ma poche et en sors un petit médaillon, en métal cabossé. En l'ouvrant, je découvre une minuscule photo délavée d'une femme et d'une petite fille. Ma femme et ma fille, il y a des années, sur Cadia, à l'époque où j'avais une famille, une vie loin de la guerre. Elles ont disparu, perdues avec Cadia elle-même lorsque la planète s'est effondrée. Je ne montre ce médaillon à personne. C'est mon encre secrète. Je le contemple longuement sous la faible lumière, mon pouce effleurant le visage de la fillette. Empereur, elle avait les yeux de sa mère. Je murmure doucement. Je me bats encore. Je suis toujours là. Ce n'est pas vraiment une prière, pas vraiment une promesse. Juste une pensée lancée dans le vide à mes proches, au-delà du voile, s'ils peuvent m'entendre. Je referme le médaillon d'un geste sec et le range en sécurité dans mon gilet. Pare-balles. Pas le temps pour les fantômes du passé. Le matin en apportera bien assez. Sortant à moitié de l'écoutille, je m'assieds sur le bord de la tourelle pour respirer un peu d'air frais avant d'essayer de dormir. Le ciel est d'un gris-rouge terne, terni par les incendies et les bombardements. Mais quelques étoiles percent, faiblement. Étrange, quelque part au loin, des gens vivent probablement une vie normale sous ces mêmes étoiles, inconscients du carnage qui ravage ce monde. C'est une pensée amère, mais aussi étrangement réconfortante. Le calme règne, pour l'instant. J'aperçois les silhouettes d'autres chars de notre compagnie, stationnés en rang serré près du carrefour. Leurs équipages font comme nous, se reposer, réparer, faire leur deuil. L'infanterie a creusé de nouvelles tranchées et renforcé les barricades, se préparant à l'inconnu. 200 hommes défilent près de notre char. Les derniers canons sont prêts à faire feu, leurs silhouettes se détachant sur la lueur des flammes. L'une d'elles, une jeune garde aux bras bandés, lève les yeux vers moi et m'adresse un sourire fatigué. « Bien joué, tankiste », me lance-t-elle, doucement. Je lève la main en signe d'acquiescement. « De même, garde. On n'aurait rien pu faire sans votre couverture. » Elle hoche la tête et s'éloigne. Un respect mutuel règne entre nous et ces pauvres fantassins. Ils savent qu'un char attire les tirs ennemis, ce qui les épargne. Et nous savons que sans leurs canons qui nous entourent, nous serions submergés par l'ennemi à pied. La machine de guerre de l'empereur ne fonctionne que si tous les rouages jouent leur rôle. Plus loin, j'entends des rires, l'empereur, des rires et de la musique. Faible, mais bien réelle. Sans doute une escouade de soutien à l'arrière. Ou peut-être une tente médicale où quelqu'un a passé un vieux air de marche impériale entraînant sur un émetteur-récepteur pour détendre l'atmosphère. La mélodie flotte au-dessus des ruines, étrangement dissonante et pourtant réconfortante. Elle me rappelle les bals sur Cadia, les soirs d'été après les exercices. De brefs instants de joie volés à une vie de discipline d'il y a une éternité. Je me surprends à fredonner sans même m'en rendre compte. Quelques notes, puis je surprends Levan, qui me regarde d'en bas avec un sourire en coin. Gêné, je me racle la gorge et redescends. Bon, essayez tous de dormir un peu. On sera probablement levé avant l'aube. Je referme l'écoutille, nous plongeant dans une obscurité douillette et isolée. Ici, il fait chaud. Nos chauffages de survie nous protègent du froid. Les températures nocturnes du désert peuvent chuter brutalement et la chaleur résiduelle de notre moteur n'arrange rien. Franchement, il fait presque trop chaud et étouffant, mais je préfère ça au froid. L'odeur dans le char s'est adoucie, passant de l'âcre odeur de combat à un mélange moins âcre d'huile, de sueur et de métal. Pour moi, c'est désormais l'odeur de la maison. Trouver une position à peu près confortable pour dormir dans un char est tout un art. Chacun a sa méthode. Voss est allongé sur le siège du pilote, le dos contre la cloison, le casque sur le visage. Ox, lui, est simplement appuyé là où il est, les bras croisés, ronflant légèrement. Comment peut-on ronfler assis droit dans un char? Je ne le saurais jamais, mais il y arrive. Dan s'est recroquevillé sur le sol sous un filet de rangement, utilisant une bâche roulée en boule comme oreiller. Hale est à moitié sorti de son sponson, allongé avec une couverture sur le torse, et Levan est assis au canon, assurant le premier quart, un œil fermé, et l'autre scrutant paresseusement les alentours. Je me réinstalle dans le siège du commandant et permets à mon corps de se détendre complètement pour la première fois depuis ce qui me semble une éternité.
Chaque partie de mon corps palpite ou me fait mal. Je fais l'inventaire en silence. Épaules contusionnées, probablement à cause du choc lors de la collision avec cette moto de guerre. Petite coupure à l'avant-bras gauche. Aucune idée de quand je me suis fait ça. Il y a du sang séché, mais il a coagulé. Un bourdonnement persistant dans l'oreille droite. Et bien sûr, les courbatures habituelles dues aux secousses dans 30 tonnes d'acier en mouvement, mais rien de grave. Toujours vivant, toujours opérationnel. Pour un garde impérial après une bataille majeure, c'est comme gagner au loto de l'empereur. Mes paupières s'alourdissent, tandis que je fixe un endroit au plafond où quelqu'un a gravé, il y a longtemps, un aigle bicéphale impérial rudimentaire dans la peinture. C'est presque une tradition de laisser une petite marque de foi à l'intérieur de son char. Notre intérieur est rempli de ces graffitis. Des inscriptions religieuses ici, une photo de pin-up là, des contes d'orques tués. Levan en a ajouté 5 à son compteur ce soir, à la craie près de son bolter. Même une Synindra effacée. Qui sait qui était Synindra? Mais un ancien membre de l'équipage de Mercy avait une fille qui lui plaisait dans une cité ruche. Ces petites attentions me rappellent que d'innombrables humains ont pris place à ma place, combattus comme je combats, aimés et craints, et sont morts dans des véhicules semblables à celui-ci, aux 4 coins de la galaxie. Nous perpétuons la tradition d'une bataille à l'autre. Dans un futur lointain, si l'humanité existe encore, on parlera de gardes impériaux comme de légendes ou de simples statistiques anonymes. Mais pour l'instant, nous ne sommes que des êtres de chair et de sang, essayant de survivre à une journée de plus. Le sommeil m'envahit enfin. Alors que je m'assoupis, je marmonne une prière à moitié oubliée. Même si je traverse la vallée, de l'ombre de la mort, je ne connaîtrai aucune peur, car l'empereur est mon bouclier et mon protecteur. C'est une leçon que ma mère m'a apprise quand j'étais enfant sur Cadia. Étranges choses qui surgissent dans ces moments de calme. La guerre murmure dans son sommeil, des grondements lointains, le claquement d'un tir de sniper quelque part, peut-être un cri étouffé. Mais ces sons s'estompent à mesure que ma conscience s'évanouit. Je rêve par intermittence. Dans mon rêve, je suis à l'intérieur du char. Mais c'est différent. Les parois se referment sur moi. Les lumières sont éteintes. Je crie, mais aucun son ne sort. Des orques escaladent la coque, la frappant et la déchirant. Le métal grince lorsqu'une griffe énergétique la transperce et m'agrippe. Je suis immobilisé, incapable de bouger. La griffe me serrant la poitrine. Juste au moment où elle est sur le point de m'écraser, la scène change, et je vois le ciel, de Cadia en flammes. La lune du chaos s'écraser. Je vois ma fille tendre la main vers moi, puis elle disparaît en cendres. Je me réveille en sursaut, le cœur battant la chamade. Il me faut un instant pour réaliser que je suis toujours dans l'Emperor's Mercy, relativement en sécurité. La lueur rouge de l'intérieur, la douce vibration du moteur au ralenti. C'est la réalité. Je passe une main sur mon visage. Juste un cauchemar, à ajouter à la collection. J'en ai beaucoup. Je jette un coup d'œil autour de moi. Personne d'autre n'a bougé. Tant mieux. Je ne voudrais pas qu'ils voient leur sergent, intrépide, effrayé par des rêves. D'après mon chronomètre, 1 heure ou 2 se sont écoulées. Pas assez, mais je me sens un peu plus lucide. Et je remarque quelque chose. L'horizon, à travers la fente de vision, laisse entrevoir une légère nuance de gris. L'aube approche. Il est temps de réveiller les autres. Je déteste le faire. Ils ont l'air si paisibles, ou du moins pas si malheureux. Mais le devoir m'appelle. Je tapote doucement l'épaule d'Ox avec ma botte. Debout. Ox. Il grogne et ouvre un œil. Déjà, j'en ai bien peur. Le jour est sur le point de se lever. L'empereur nous a accordé une journée de plus. Il tourne la tête et attrape son casque. Alors autant lui rendre l'appareil et lui livrer une autre bataille. Un par un, je réveille l'équipage. Hale et Levan ont déjà pris leur quart et se sont relayés une fois. Voss se réveille d'un coup, tel un automate de combat. Une seconde, il est inconscient. La suivante, il est aux commandes. Dan est le dernier. Le pauvre gamin était complètement assommé. Je dois lui arracher le haut qui lui servait de couverture. Il sursaute en clignant des yeux. C'est l'heure. Au boulot, chargeur, dis-je.
Riley prépare leur atelier et vérifie le matériel d'élévation. On retourne au travail. Il hoche la tête en se frottant les yeux et se remet à ses tâches, réprimant un bâillement. Dehors, un coup de sifflet retentit et les sergents ordonnent aux gardes de se lever. Dans les tranchées et les trous de renard, des soldats épuisés ramassent leurs derniers fusils et rejoignent leur position, les yeux rivés sur l'obscurité. C'est le moment le plus angoissant, l'aube, car les forces d'attaque frappent souvent, profitant du soleil dans les yeux de l'ennemi ou comptant simplement sur notre fatigue pour nous abattre. Mais nous, les gardes, connaissons cette ruse. Nous vivons ce cycle. Je lève la tête par l'écoutille et une brise fraîche et piquante me fouette les joues. Une fraîcheur surprenante après la fournaise de fumée et de chaleur d'hier. Il y a là de la cordite et de la pourriture, et peut-être un fantôme de rosée, ou des résidus chimiques qui s'en font passer pour. Difficile à dire. Ici, rien ne sent bon. À travers le No Man's Land, l'horizon pâlit, des ruines, d'habitations déchiquetées se dressent comme des dents noires sur une ligne orangée, qui pourrait bientôt être le soleil. Un brouillard épais rampe par endroits, la chute de température rencontrant la poussière et les cendres, tourbillonnant autour des coques calcinées et des bords des cratères, jusqu'à ce que le champ entier semble hanté. Quelque part dans cette obscurité, les orques se rassemblent. Pas besoin d'être une sorcière pour le sentir. Ils ont été repoussés la nuit dernière, alors ils reviendront. Peut-être pas aux aurores. Ils ne sont pas futés avec les horloges, seulement obstinés à tuer. Ils déferleront lorsqu'ils auront retrouvé leur frénésie, à l'aube, à midi, ou dès qu'un brute poussera un cri assez fort. Je consulte le Vox et jette un coup d'œil au réseau. Les signaux des autres sections sont globalement stables. Le périmètre du quartier de la manufacture tient bon, pas de brèche. Importante, quelques tireurs d'élite isolés et un malheureux soldat qui s'est aventuré dans un champ de mines, ce qui provoque des rires sinistres sur le canal. Soudain, la voix du capitaine Thorne tranche le brouhaha. Toutes les unités. L'Ospex indique plusieurs contacts se massant au nord-nord-ouest, au-delà des abris. Des bleus préparent une contre-attaque. En position, armes prêtes, en approche dans quelques minutes. Rappelons-leur qui est chez nous. Thorne termine. Je rentre à l'intérieur. Vous avez entendu, ils arrivent. L'équipage échange un regard. Fatigué, certes, mais prêt. Nous fermons les écoutilles et mettons tout à fond. Voss effleure la manette des gaz. Le grondement du moteur s'intensifie, impatient de bondir. Ox ajuste la visée sur le gris plat du matin. Mitrailleur prêt, concentré. Danel tapote les râteliers d'un revers de main. Assez de munitions, mais pas une quantité infinie. Chargeur prêt, dit-il en s'essuyant la sueur sur son treillis. Hale et Levan chargent leurs bolters lourds et parcourent les bandes. Le cliquetis des alimentateurs régulant le rythme. Sponson prêt, annonce-t-il. Je tire sur le couvercle du canon à pivot, enfile une nouvelle bande, puis vérifie mon pistolet bolter et le pose près du siège. Leçon retenue. Si un York tente de nous attaquer à nouveau, il se prendra un bolter en plein visage avant, même d'avoir pu sourire. Je respire profondément et sens mon pouce accélérer. Peur et anticipation intimement liées. Même maintenant, la tension juste avant le départ me donne des frissons. Quiconque prétend ne rien ressentir ment ou est un imbécile. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire le boulot malgré tout. Et nous sommes sur le point de le faire. Équipage de l'Emperor's Mercy, dis-je dans l'interphone, d'une voix calme. Couvrez-vous les uns les autres, annoncez les cibles, coordonnez vos tirs. On a déjà encaissé leur charge, on le refera. Pour Cadia, pour l'Empereur. La réponse fuse. Pour l'Empereur. Même Voss la grogne comme un serment. Je jette un coup d'œil par la fente de vision. Des formes émergent de la brume, au loin sur l'avenue défoncée. Des carcasses vertes par dizaines, non, par centaines. Elles trottinent en hurlant et en criant, frappant leurs armes sur des boucliers de fortune et des plaques de pont pour se donner du courage. À mesure que la lumière grandit, l'horreur se dévoile. Contre-attaque orque, deuxième vague, renforcée. Des bandes d'orques avancent en masse. Parmi eux, des buggy de guerre et des semi-chenillés vrombissent, leurs moteurs hurlant tandis qu'ils tentent de devancer la marée. Sur les flancs, des silhouettes plus imposantes, des motos de guerre, peut-être des marcheurs légers. Et Trône, s'il vous plaît, défile sur l'artère principale avec Gretchen qui agite une bannière, quelque chose de gigantesque. On dirait un bouton,
mais 3 fois plus massif. Un patchwork de plaques d'armure, une griffe énergétique crachant des arcs. Un chef de guerre, ça ne peut être que ça. Il hurle et agite les bras, menant son essaim avec des promesses de carnage. Je braque mes jumelles, le voilà. Un œil cybernétique, une mâchoire forgée en métal, sans doute le seigneur de guerre de cette bande. Il est à moi si je parviens à le neutraliser, mais pour l'instant, cible facile. Toutes les unités ennemies en vue, ouvrez le feu. L'ordre de Thorn retentit au moment précis où les premiers orques atteignent le piquet de tir et notre monde explose. Boum, boum, boum. Les chars et les véhicules lourds explosent presque à l'unisson. L'aube est déchirée en lueurs de bouche et en lasers stroboscopiques. Les balles traçantes sillonnent le gris. En quelques secondes, la rue est de nouveau un champ de bataille. La miséricorde de l'empereur ajoute son chant. Ox concentre un groupe d'ennemis autour du chef de guerre et d'un coup sec, leur envoie un obus en plein dans le mille. L'explosion est une gerbe brutale. Les porte-étendards de Gretchen projetés comme des poupées de chiffon, leurs membres tournoyants. À travers la clairière jonchée de gravier, je vois le chef de guerre chanceler. Des éclats d'obus l'ont touché, mais il est debout, rugissant de rage. Sacré salaud. Très bien. On va lui servir une deuxième portion. Nos sponsons martèlent, un rythme implacable. Hale et Levan ratissent les nœuds denses, des torrents de bolters lourds broyant les rangs. Les corps s'amoncellent. Ils continuent d'avancer, crachant des projectiles immondes. Une vague de roquettes rudimentaires tous. La plupart sifflent haut ou large, explosant derrière ou au-dessus de nos têtes. L'une d'elles frappe le sol devant nous, un mur de terre nous obstruant la vue. La coque tremble, peut-être une chenille, mais rien de vital. De la droite, un semi-chenillé orc surgit d'une ruelle latérale, la benne bondée de gars tirant et agitant des hélicoptères, se dirigeant vers notre infanterie. Interceptez ce semi-chenillé à 15 heures, aboyai-je. Voss nous fait pivoter. Ox pivote et décoche un tir perforant. Boum. Le bloc moteur disparaît. Le châssis s'arrête net. Des tirs de sponson balayent la foule qui débarque, les fauchant. En plein saut, des lasers de nos gars achèvent à leur reste. Une menace de moins. Ils ripostent férocement. Balles et obus crépitent sur nos plaques comme une pluie infernale. Un craquement particulier retentit dans la tourelle. La roquette d'un propulseur de char nous frappe la tête. Des étincelles jaillissent à l'heure. La fente. Les glyphes d'avertissement clignotent et s'éteignent. Une simple bosse. Merci au fer du Mechanicus dans notre peau. Escouade d'infanterie. Attention aux chasseurs de chars dans les bâtiments, annonçai-je vocalement. Déjà 2 fusils à plasma de notre côté illuminent un étage supérieur où une traînée de roquettes a brillé. Les fenêtres deviennent blanc-bleu et les cris des orques bouillonnent dans la lumière. Le chef de guerre se rallie encore, animé par la seule force de sa survie. Il charge, incroyablement rapide pour son gabarit, se faufilant derrière, une chimère détruite pour émousser notre canon. Dès qu'il s'en éloigne, nous le criblons de mitrailleuses et de canons anti-chars. Des étincelles jaillissent des plaques d'armure. Une rafale de boltés lourds lui arrache la moitié d'une épaulière. Il rit. Le salaud rit, un profond roulement de tambour venant de sa poitrine. Inconcevable, marmonne Ox. Il est trempé. Concentrez-vous sur le chef de guerre, je rétorque. Chargez des obus explosifs. Faites-le exploser comme une ampoule. Dan lâche un obus anti-char à haute pénétration. Ox ajuste sa visée, quasiment à bout portant à environ 80 mètres, tandis que la brute saute par-dessus les décombres, sa griffe tranchant. Le tir atteint sa cible en plein dans le mille. Explosion blanche. Une gerbe de ruines, verte. Quand le calme revient, le chef de guerre s'agenouille, un bras arraché au coude, du sang noir jaillit, la moitié du visage est déchiquetée, et pourtant, il se débat pour se relever. Mon Dieu, empereur, qu'est-ce qui tue? Cette chose, avant même qu'il ait pu se remettre sur pied, une escouade de Kazurkin-Cadiens, empereurs, j'ignorais qu'ils avaient été parachutés ici, surgit d'une ruelle. 6 fantômes se mouvant comme un seul homme. Leur dernier canon, d'une précision redoutable, colmate les brèches de notre explosion. Le chef de guerre projette un Kazurkin contre un mur comme du lin. Impossible de dire s'il s'est relevé, mais les autres s'abattent. Boum. Un artilleur se place à portée de tir et déverse un jet à bout portant. La tête est là. Poitrine du chef se volatilise. Il s'écroule comme un arbre abattu, fumant de ses côtes. Un rugissement monte de tous les gardes assez proches pour voir.
Je découvre mes dents. Chef de guerre à terre, cible éliminée, je proclame. Ça va démoraliser les orques. Et ça marche. Certains vacillent, désorientés sans leur soleil hurlant. Poussez-les les gars, tout. Nous avançons, lentement et implacablement, notre coq et 2 sœurs érigeant un rempart de feu tandis que l'infanterie, dans notre ombre, tire et hurle après l'empereur. Souvenez-vous de Cadia. Aucune pitié pour les Xénos. Le commandement disparu. Les rangs décimés, on sent le vent tourner. L'énergie de la guerre se fige, prisonnière de l'instinct. Certains se débattent encore comme des bêtes acculées, mais beaucoup craquent, beuglant et reculant, puis prenant la fuite. La route est balayée. Un sifflement et une déflagration me secouent les entrailles. Le feu bouillonne sur notre gauche. Je me retourne brusquement. Iron Fist vient de tirer un coup fatal. La tourelle a tout simplement disparu, remplacée par un geyser de flammes. La coque s'incline, les munitions crépitent dans un crépitement. Empereur. C'était un sacré coup anti-char. De la fumée surgit un nouveau monstre, un piétineur orque de toutes les créatures. Maudite, où diable se cachait-il? Une idole ambulante pour Gork ou Mork, qui sait? Un marcheur super lourd, le petit frère d'un titan. Pas de taille normale, que le trône soit loué, mais tout de même 3 ou 4 fois plus haut qu'un char, un totem de griffes et de canons. Et il venait d'anéantir Iron Fist. Avec un lance-grenade Giga H monté sur son ventre, ou je ne sais quelle autre magie qu'ils y ont greffé. Un frisson d'effroi me parcourt l'échine, trop pour mes mains meurtries, puis j'observe sa démarche. Boiteuse. Il a déjà été ravagé. Une fumée noire s'échappe de son dos. Un cratère béant s'ouvre sur son flanc. Notre artillerie ou nos aéronefs ont dû l'effleurer un peu plus tôt. Il boite pour un dernier coup. Cibler ce mastodonte, toutes les unités disponibles. Tontorn. Je jette un coup d'œil à son char de commandement. Une équipe Lazan est déjà en position et envoie des rayons laser dans la brèche. Une roquette Mantacore siffle derrière nous et nous transperce l'épaule. Une plaque de blindage vole en éclats, mais la brute continue sa route, enjambant une épave et écrasant un pauvre malheureux trop lent pour rouler. Ox, munitions, perforantes, vise la brèche, dis-je, les jointures blanchies par l'usure. Il glisse notre dernière munition perforante dédiée. Les stocks sont faibles. La mâchoire de Dan se crispe tandis qu'il enfonce le projectile. À travers le viseur, des arcs électriques révèlent la brèche, les câbles emmêlés comme des entrailles, peut-être le coffre à munitions. Feu, grogne-t-il. Boum, la munition pénètre et disparaît à l'intérieur. Un souffle, retenu, puis des explosions secondaires remontent le long du torse. Le bras gauche, une griffe géante, se libère dans un arc de cercle tourbillonnant. « Direct, ça chauffe !» s'écrie Danel. Le rôdeur émet un grognement de bête, agonisante. Il tente de tirer un dernier coup de canon, mais une pluie de carreaux d'arbalète du Vanquisher de Thorn lui ronge le genou. L'articulation cède, la bête vacille, puis bascule dans une grâce lente et horrible. Le sol s'effondre sous des tonnes de débris, écrasant un groupe d'orques. Un cri de joie déchire les rangs. Les derniers orques ne prennent même plus la pause. Chef mort, canon détruit, décimé. Les survivants se précipitent dans les ruelles et le trou d'où ils sont sortis. Nos gars les poursuivent sur une courte distance. La vengeance dans les poumons. Quelques-uns mitraillent en reculant, mais la plupart courent. Je sors de la trappe, retire mon casque et savoure l'air du matin, épais comme la fumée, salé par la victoire. On l'a fait. Gloire à l'empereur. On a tenu. Bon. Un rire étouffé, mi-sanglot, mi-rugissement me sort. « À l'attaque, les gars! Faut pas les laisser se regrouper !» hurle quelqu'un. Une escouade de Cadence fonce à leur poursuite, mais le capitaine les rappelle à l'ordre. « Discipline !» On a repris le quartier. Ça suffit. Inutile de s'épuiser à court de munitions. Je m'adosse à la tourelle, soudain conscient de mon propre poids. On est vivant. Par miracle, grâce à la force et à l'instinct, l'Emperor's Mercy et ses hommes sont sains et saufs. Je jette un coup d'œil en bas. Le sourire de Danel est si large qu'il déchire la crasse. Il est à 2 doigts de fondre en larmes ou d'éclater de rire. Ou les deux. Ox pousse un cri de joie et lève le poing en l'air, une fois. Voss entr'ouvre son écoutille et esquisse un sourire, un hochement de tête de la part de cet homme taciturne. Et il apparaît du côté du sponsor,
clignant des yeux. C'est fini? On a gagné? On dirait bien, je croasse. Pour aujourd'hui, dans cette ville maudite par l'empereur, on a gagné. Des acclamations rauques parcourent la ligne. Le matériel cliquetant contre les assiettes, pas de fanfare, juste le hurlement sincère des rescapés qui, par miracle, ont survécu. J'ajoute mon poing à la tourelle dans un rythme de tambour primitif. La miséricorde de l'empereur répond par un son grave et joyeux, comme une vieille dame partageant le sourire. L'infanterie se rassemble autour du chef de guerre tombé et, du stompa, plantant des drapeaux impériaux dans un déluge de jurons et de rires. Un plaisantin brandit la cybergriffe tranchée du chef comme une coupe de champion. Une chimère passe, des soldats juchés dessus, scandant une cadence de garde. Vulgaire sur la soupe de peau verte pour le souper. Même le commissaire l'a laissé passer. Le moral est une arme, et Throne sait que nous avons mérité ce souffle. Le capitaine Thorne s'approche de nous. Il se redresse dans sa coupe et nous salue. Du très bon travail, 18e. L'empereur, lui-même doit sourire en voyant le nombre de soldats que vous avez envoyés en enfer aujourd'hui. Il vise un ton formel, mais le soulagement transparaît dans ses yeux. Ma gorge est enrouée, ma voix rauque, mais j'y parviens. Cadia tient bon. Je ne le dis pas souvent, mais là, ça sonne juste. Et les mots jaillissent, d'autres, reprennent en cœur. Cadia tient bon. Même les non-cadiens, car c'est plus grand qu'un monde mort. C'est un acte de défi. Cadia tient bon signifie que l'humanité tient bon, que la garde tient bon, inébranlable. Je ferme les yeux dans le vacarme et remercie silencieusement l'empereur Dieu, sinon pour sa protection, du moins pour son humour noir qui me permet de respirer, et les morts que nous avons honorés par cette victoire. Quand je relève la tête, Danel s'essuie les joues, 2 traces nettes dans la suie. Il me surprend à le faire, s'essuie rapidement, et je fais semblant de ne rien avoir vu. Bon, dis-je en m'étirant de tout mon long. La pause est finie dans 10 minutes. On a encore du boulot. Sécuriser la zone, déloger les traînards, faire le bilan des victimes. Ils gémissent, bon enfant. Le travail est sans fin, mais nos bottes nous paraissent nos plus légères à mesure que nous nous y remettons. Même le vieux Levan fredonne un air régimentaire en nettoyant son bolter avec une baguette. Je saute à terre et manque de m'effondrer. Mes jambes flageolent et une vive douleur me transperce le genou gauche, sans doute tordu plus tôt. Je le bande et je pousse. Une encoche de plus sur le registre des victimes. Nous faisons le tour du Mercy en faisant l'inventaire. Elle ressemble au diable, balafrée, noircie, criblée de marques de sang baisé. Il manque une protection de chenille avant. Le support de la mitrailleuse coaxiale est rongé par un tir manqué de peu. Mais chaque coup a effleuré. Rien n'a touché la boîte de l'équipage. Je tapote la plaque comme un chien. Magnifique, sacrément bien fait. Hale m'entend parler avec douceur et rit. Attention, sergent, elle va prendre la grosse tête et réclamer de l'huile sainte tous les jours. Si c'est la dîme, on la paie, je réponds. Elle nous a maintenus en vie, la meilleure machine de la garde. Et c'est vrai, au fil des années et des blessures, l'acier et les âmes se sont entremêlés. Esprit de la machine ou non, elle est des nôtres. Viennent ensuite les tâches plus sinistres, compter les nôtres, secourir les blessés, achever tout orque qui gargouille encore. Quelques-uns y parviennent, aucun n'obtient la pitié, un tir de laser ou un coup. D'acier froid met fin à la situation. La rue est un abattoir, mais le nôtre désormais. Un infirmier insiste pour appliquer de l'antiseptique sur une coupure à mon front. Je ne l'avais pas senti jusqu'à ce qu'elle me brûle comme de l'acide. Une blessure mineure comparée à d'autres. Un impôt du métier. Nous, trouvons la carcasse d'Iron Fist et récupérons 2 membres d'équipage qui ont tenté de s'enfuir. Trop tard. Nous les recouvrons d'une bâche et restons silencieux. L'un d'eux était un compagnon d'entraînement des bœufs. Je pose une main sur l'épaule d'Ox. Il fixe longuement le drap et hoche la tête une fois. Nous préviendrons leur famille comme il se doit, dis-je. Il grogne. Le deuil plus tard. Nous connaissons la procédure. Alors que le chaos se calme, je remonte sur Mercy pour jeter un coup d'œil. Le soleil brille de 1000 feux, doré sur la dévastation. Des colonnes de fumée s'élèvent d'une douzaine d'incendies. Les cadavres verdâtres sont bien plus nombreux que les humains. Ce quartier de la ville nous appartient à nouveau. Les civils, les quelques-uns qui se cachaient dans l'ombre des caves, commencent à sortir. Ils recevront de la nourriture, de l'eau, des hélicoptères,
dès que les chiens de l'arrière auront déroulé les lignes de secours. C'est leur terrain de jeu. Nous, les soldats de première ligne, avons gagné. Thorne réunit les commandants des chars EOS pour une brève réunion. Il est déjà en communication vocale avec la hiérarchie et des mots comme « félicitations » et « tableau d'honneur » fusent. Peut-être aurons-nous droit à un signe de tête plus important qu'un biscuit rassis. Je ne parierai pas, mais... Ration, mais ça fait plaisir à entendre. Il conclut et se tourne vers nous. Les restes orques se dirigent vers le spatioport. L'assaut principal ici est brisé. Si l'empereur le veut, les renforts arriveront dans quelques jours et nous poursuivrons notre offensive pour nettoyer la périphérie. Un lieutenant lance un cri de joie. « D'ici là, tenez bon », dit Thorne. « Équipe soudée, char opérationnel. Les Bleus pourraient tenter des raids ou des sabotages, mais ici ils sont en déroute. » Un sourire forcé. Du très bon travail tout le monde. Congédié, je m'appuie contre le flanc chaud de Mercy. L'effervescence du commandement retombe. Je suis vidé. Mes mains tremblent, tremblement d'après-combat. Mon uniforme est maculé d'éclaboussures de sang, plus du leur que du mien, et j'ai l'air d'une créature sortie tout droit d'une fosse au lance-flammes. Peu importe. Daniel arrive en trottinant avec une gourde, de l'eau fraîche, purifiée par les techniciens. Je bois à grandes gorgées, elle a le goût des réservoirs de l'empereur. Il sourit. « Sergent, vous avez... Il montre du doigt. Je frotte la tache verdâtre sur ma joue. Les aléas du métier, gamin. Les yeux de Daniel s'illuminent. J'ai encore du mal à y croire. On a affronté tout ça, et on est là. Je passe un bras autour de ses épaules. Croisy, vous avez bien géré, tous autant que vous êtes. Votre première grosse mission? Il hoche la tête. La première de cette ampleur. Oui, monsieur. J'étais terrifié. Tant mieux, dis-je. La peur nous maintient en vie. Quand on ne la ressent pas, soit on est trop stupide pour sentir la mort venir, soit on est déjà mort. On la ressent tous. Ce qu'on fait pendant qu'elle nous ronge les entrailles, c'est ça qui compte. Il rumine puis demande à voix basse « Vous aviez peur, monsieur ?» Je jette un coup d'œil au tas de débris. « Chaque putain de seconde, Ro, » lui dis-je. « Mais j'ai confiance en mon équipage et en mon char. C'est ce qui me permet de tenir le coup. » Il sourit. « J'ai confiance en toi aussi, sergent. On a tous confiance. » Il hésite. « Je t'ai entendu crier tout à l'heure. Kadia est debout. Je crois que ça nous fait du bien. » Une bosse se forme sur son visage. « Merci, gamin. » Je ravale ma salive et remets mon casque. Assez de sentimentalité. Nettoie-la et réarme-la pour la prochaine mission. Dans un rétroviseur déformé, j'aperçois mon reflet fantomatique. Le visage barbouillé, les yeux exorbités, un regard vide qui s'adoucit en une expression humaine. Mon reflet me renvoie un sourire las. Un sergent cabossé qui en a vu plus que la plupart ne peuvent l'imaginer et qui, pourtant, continue d'agir. « On a réussi », lui dis-je. La journée glisse vers le labeur fastidieux de l'après-mission. Optiques et canons débarrassés du sang. Denel pestant contre un morceau de chair, orque coincé dans la transmission, une corvée répugnante. Levan et Hale bricolent une protection de chenille, gauche, et rétablissent la tension normale. Voss débouche une admission d'air et fredonne au ronronnement du moteur. Ox compte les obus et négocie des caisses du Munatorum pour notre orbite. Chacun porte son vaisseau. Ce n'est pas glorieux, mais c'est ce qui permet de gagner. La guerre, c'est 90% d'attente et de souffrance et 10% de terreur pure. On survit aux périodes de calme en réduisant son monde au prochain tir, à la prochaine plaisanterie, à la prochaine bouchée, à la prochaine blague noire. On tient les grandes horreurs à distance jusqu'à ce que la nuit les révèle. Vers le soir, le quartier calme et les piquets de grève en place, je remonte sur la coque pour grappiller un instant. Les autres écrivent des lettres à ce qui leur sert de foyer ou se reposent en douce, dans le crépuscule rouge sang. L'horizon se dessine en flèches et en panaches déchiquetés, une brise dissipant la brume. Au loin, les montagnes se fondent, le soleil disparaissant derrière elles. C'est étrangement beau, après tant de pourriture. Je pense à la prochaine case sur l'échiquier. La guerre est loin d'être finie. Peut-être qu'on repoussera les lignes jusqu'à la ville suivante ou qu'on les poursuivra jusqu'au spatioport. Peut-être qu'on s'emparera d'un secteur tranquille. Ah,
Ou peut-être que demain un autre cauchemar s'abattra du ciel, tyrannide, chaos, à vous de choisir. Dans la garde, la seule certitude, c'est une nouvelle bataille. Mais ce soir au moins, nous avons un petit moment de paix. Je sors le médaillon et le brise. Dans la lumière déclinante, je murmure au minuscule siège passager à l'intérieur. Je suis toujours là, je continue de me battre pour toi, pour nous tous. Peut-être que des fantômes m'entendent, peut-être pas. Le dire me soulage d'un poids. Je le referme d'un claquement sec et le remets en place. En descendant, j'aperçois de la peinture fraîche près de la trappe du conducteur, des coups de pinceau blanc sur du gris. Je me penche et souris. Un crâne grimaçant croquant une mâchoire d'orque, et à côté, vie brutale. Mi-slogan, mi-blague. Un gribouillis de Hale sans doute, ou Dan qui essaie de faire le malin. Vie brutale, c'est bien vrai. Le sort d'un pétrolier au 41e millénaire est plus que brutal. Feu et acier, tonnerre assourdissant et sang. Un tapis roulant d'horreur. Nous endurons des compartiments exigus, des chocs qui font trembler les os. La loterie de la mort subite. Nous voyons ce que les hommes saints d'esprit ne devraient en pas voir. Nous faisons ce que les hommes ordinaires ne pourraient pas. C'est laid et sans fin. Mais c'est à nous. Nous le défendons avec ferveur, car il faut bien que quelqu'un prenne les commandes et fonce droit dans les ténèbres avec ses bêtes de fer, protégeant les autres de son cœur blindé et brisant les ennemis de l'homme avec une justice explosive. C'est nous, tankistes de la garde impériale, l'épine dorsale inébranlable du marteau de l'empereur. Je caresse du bout des doigts les coups de pinceau encore frais et je ris doucement. La vie est brutale. Tu as tout compris. Je recule et la contemple, marquée par les batailles, ombragée par la fumée, drapée des couleurs de la victoire. L'Emperor's Mercy n'est ni neuve ni rutilante, mais elle est glorieuse à mes yeux. Une survivante comme son équipage. La nuit tombe. 2 lunes jumelles se lèvent sur un champ silencieux. Nous nous rassemblons pour un repas frugal près de la coque. Un ragoût de ration préparé sur un réchaud sifflant, du poulet grillé et du café recuit. Et Ox sort une bouteille sacrée d'un abri détruit que les orques ont raté. Ça brûle. Et c'est parfait. On parle de tout et de rien, exprès. Hale rate une blague sur une sœur de bataille et un loup de l'espace jusqu'à ce que Levan le fasse taire pour avoir massacré la chute. On rit quand même. Danel arrache à Voss une histoire sur sa ruche natale et l'homme parvient à la décrire, plus en détail, les méga-fonderies, presque avec nostalgie. On évite le sujet des morts, ce sera pour plus tard, dans les lettres et les coins tranquilles. Ce soir, on savoure le fait d'être en vie ensemble. Un par un, ils se retirent, pour dormir vraiment. Les siècles sont affichés, pas notre tour. L'infanterie nous doit bien ça après aujourd'hui. Je m'adosse à la tourelle et compte les premières étoiles qui percent. Moins de fumée maintenant, surtout des colonnes droites provenant des bûches. L'air a encore le goût de la mort et du Prométhée. Mais il y a une nouvelle note plus faible en dessous, l'espoir. Danel s'est déjà endormi sur des chemises roulées, son gilet pare-balles en guise d'oreiller, un demi-sourire aux lèvres. Ça réchauffe plus que le sacré. Par la grâce de l'empereur, il deviendra un vieux salaud comme Levan, effrayant, les recrues avec des histoires à dormir debout. Je l'espère. À l'intérieur, Hale ronfle. Il a élu domicile dans la tourelle, qu'il considère comme son coin préféré. Levan allume une allostique et patrouille tranquillement le périmètre, vigilant même hors service. Ox et Voss marmonnent en réglant les tirs. Ces deux-là ne se déconnectent jamais vraiment. Je ferme les yeux et laisse enfin le poids du char se poser. Mes mains tremblent à nouveau, réplique du choc, puis se relâchent. Ça passe. La vie brutale d'un équipage de chars, pas d'auréole, pas de tresse de parade. Sueur, sang, acouphènes, poussière entre les dents. Perdre des amis de façon horrible et être muté parce que l'ordre est donné. Un long ennui ponctué de moments de cauchemar. Des blagues grossières, des cigarettes partagées, des ordres qui semblent impossibles, mais exécutés malgré tout. Le bouclier de l'impérium quand les frêles corps ont besoin d'être blindés. La pointe de lance quand il faut percer les lignes ennemies. Lancez de l'acier sur l'ennemi même s'il essaie de vous briser comme un œuf. Ce n'est pas pour tout le monde. L'empereur sait que ce n'est guère pour les sensés. Mais c'est pour moi, pour ceux d'entre nous qui ont trouvé un étrange foyer au cœur de la bête, qui se sentent plus eux-mêmes sous le grondement étouffé d'un canon que dans un lit douillet. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Je me glisse à nouveau dans
Le siège du commandant est lâche prise enfin. Mon équipage est en sécurité autour de moi. Mon char monte la garde, gardien massif de notre petit camp. À l'extérieur de l'armure, la galaxie a toujours faim. Ici, pour cette nuit, règne le silence. Alors que le sommeil m'emporte, je murmure une dernière pensée dans le silence de la tourelle. C'est notre vie. Brutale, certes, mais la nôtre malgré tout. Et par le trône d'or, nous ne la voudrions pas autrement. Crépitement statique, vent nocturne lointain. La scène s'estompe, l'équipage profitant enfin du sommeil bien mérité sous un ciel d'étoiles, patiente. Cadia se lève, la garde impériale triomphe. Et demain, si la guerre nous appelle, nous repartirons, moteurs hurlants, cœurs déterminés, affronter l'horreur qui osera menacer l'humanité. Pour l'empereur,